Merci François. Donc on va revoir un petit peu les points. Tout à l'heure on l'a fait sous forme de cas cliniques. Là je vais vous donner un peu des données d'épidémiaux pour cette prise en charge optimale. Et vraiment, je vais réinsister, mais la part du gériatre dans cette pathologie, on a eu un boom avec l'Alzheimer, avec plein de patients, et on a vraiment appris à gérer. C'était pas que les neurologues qui géraient la maladie d'Alzheimer. On va avoir de plus en plus de patients insuffisants cardiaques. Il faut absolument que le gériatre soit familier avec les traitements qui vont être à nos dispositions, parce qu'il y a plein de nouveautés. Je vous ai montré le fer. Je ne suis pas certain que vous donniez tous du fer injectable à vos patients insuffisants cardiaques. Revoyez leur ferritine, revoyez et donnez-leur. Il n'y a aucun risque et vous apporterez, vous avez eu le bénéfice, qualité de vie et moins de réhospitalisation. Ça doit faire partie de notre prise en charge, alors que pour l'instant, les cardiologues le font, mais je ne suis pas certain que les gériatres le fassent régulièrement. Alors, quand on prend les données de l'assurance maladie, vous voyez en France, il n'y a pas photo. Quand je dis que le gériatre joue un rôle majeur dans l'insuffisance cardiaque, ça c'est l'âge, pyramide des âges, c'est des patients âgés, un peu plus de femmes, on est habitué, mais c'est vraiment des patients âgés qui ont l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, le pronostic est majeur, ça c'est aussi les données de la CNAM. Vous avez ici hommes-femmes insuffisants cardiaques. Vous voyez la mortalité dans les âges élevés, énorme, alors que s'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, c'est moindre. Donc très clairement, on va jouer sur deux parties quand on prend en charge le patient. On diminue, on améliore la quantité de vie et on améliore la qualité de vie. Donc on a vraiment notre rôle de gériatre. Les hospitalisations... la vie de l'insuffisance cardiaque n'est pas rigolote, parce que soit il meurt, c'est pas très rigolo, soit il est réhospitalisé. On dit que 50% des gens sont réhospitalisés dans les 6 mois, ils refont l'OAP, parce que la difficulté, vous avez votre patient, vous lui donnez un diurétique, il s'améliore, puis il ressort. Pas forcément optimisation thérapeutique. Et du coup, comme le traitement n'est pas optimal, petit à petit, il reprend en surcharge, et puis hop, il refait un OAP, puis il revient, et on n'a pas forcément pris le temps de faire toute l'optimisation thérapeutique pour éviter qu'il revienne dans 3 à 6 mois. Donc, les gens sont de plus en plus souvent hospitalisés en France. Alors ça, c'est rigolo, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous voyez que pour des raisons probablement comme chez nous, médico-économiques, on nous demande la DMS. Tu réduis ta DMS. Donc ils ont réduit la DMS des patients insuffisants cardiaques. Qu'est-ce qui s'est passé quand on réduit la DMS? Pas forcément le temps de faire l'optimisation thérapeutique. Hop, il y a une augmentation des réhospitalisations à 30 jours. Donc on les fait sortir plus vite et hop, ils reviennent dans les 30 jours. Vous savez ce qu'ils ont proposé du coup les Américains? Et peut-être que ça va arriver en France. J'étais à une réunion à la CNAM où ils se posaient la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter ces trucs-là? Non, pire, une sanction financière, c'est-à-dire que si jamais le patient il revient dans les 30 jours, on n'a pas fait l'optimisation thérapeutique, l'hôpital ne gagne pas un rond. C'est gratuit. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire l'optimisation pour éviter que le patient revienne dans les 30 jours. S'il revient dans les 30 jours, c'est qu'on n'a pas forcément fait le traitement comme il faut. En France, pour l'instant, quand ils étaient complètement opposés, je vous rassure, dans la réunion, à faire ça. Mais bon, ça c'est le modèle américain. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que ça va donner. Est-ce que du coup, il n'y a plus personne qui va être hospitalisé à 30 jours et qu'ils auront amélioré la prise en charge? Pourquoi 30 jours? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le premier mois. On ne se rend pas bien compte, mais quand on regarde les données, là c'est la mortalité. Vous voyez que c'est le plus élevé dans le premier mois, puis après ça s'améliore. Donc vraiment au début, il faut faire attention. Et combien de fois je vois mes internes, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, 1,25 de Triatec, 1,25 ou même pas de bêta-bloquant, et puis l'Azilix, et puis il sort. Là, il n'y a pas eu l'optimisation thérapeutique. On n'a pas fait de fer, la fréquence cardiaque reste supérieure à 90. Et puis on va voir qu'il y a maintenant des nouveaux médicaments possibles. Donc il y a vraiment énormément de nouveautés qui sont arrivées et on reste encore trop souvent malheureusement avec juste le diurétique.
Par contre, il y a la partie cardiologique où là le gériatre doit s'améliorer, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la partie gériatrique où là c'est le cardiologue qui doit s'améliorer, puisque la moitié des réhospitalisations, c'est pas forcément un OAP, c'est c'est des comorbidités, et là le cardiologue il a besoin de notre compétence pour réduire les problèmes des comorbidités. Et ça c'est un papier qu'on avait fait sur une énorme cohorte européenne. Près de 3000 personnes en Europe de plus de 80 ans. Et vous voyez où sont hospitalisés les patients âgés insuffisants. L'OAP qui arrive aux urgences, il ne va pas souvent dans le service de cardiologie. Il se retrouve. Alors selon les pays, ça s'appelle médecine interne gériatrique, en France gériatrie, très fréquemment dans nos services. C'est pour ça qu'on doit connaître la prise en charge, le traitement. Et c'est vraiment écrit dans le guide du parcours de soins d'insuffisance cardiaque. Vous avez le généraliste, vous avez le cardiologue et vous avez le gériatre. Donc le gériatre apparaît dans le guide évidemment chez le sujet âgé, c'est pas chez le jeune. Alors je vous disais tout à l'heure, le problème c'est que l'optimisation, on la fait pas toujours. Donc vous voyez que on sort souvent avec un diurétique. Le traitement de base bêta-bloquant IEC, vous voyez que il y en a pas beaucoup avant l'hôpital. On augmente un peu, mais on reste à 50%. On monte un peu là à 70% pour les ARA2 IEC, mais on n'est jamais à 90%. Alors quand on vous montre des essais thérapeutiques, ces gens sont toujours à 95% de bons traitements. Donc il y a une vraie difficulté. Alors est-ce qu'on a eu peur? Hypotension, bradycardie, on a peur de l'insuffisance rénale. Donc c'est vrai qu'on a toujours un peu peur, mais du coup de pas faire, c'est pas bien non plus. Donc il faut prendre le temps, regarder vos dossiers, vos patients insuffisants cardiaques. Vous allez trouver, vous avez 50% sous bêta-bloquant, alors vous allez dire pourquoi ils ne l'ont pas. Hop, on peut mettre optimisation, pourquoi ils n'ont pas tous l'IEC, alors il y en a qui ont des hyperkaliémies, mais pas tous, pourquoi ils ne l'ont pas, et hop, on peut améliorer les choses. Donc, autre étude, c'est la même chose, française, 25% par exemple des gens qui étaient sous IEC avaient des AINS. Bon, nous en gériatrie, on connaît bien ça, qu'il ne faut pas donner d'AINS, mais des fois, c'est quand même 25%. Les vaccins, tout le monde n'est pas vacciné. Et puis, vous voyez, on retrouve toujours ces 50% d'IEC de bêta-bloquants. Difficulté aussi d'accès au docteur, au cardiologue. Je vous disais, des fois, les gens âgés, vous travaillez beaucoup en EHPAD. Est-ce que vous avez un cardiologue qui passe dans l'EHPAD? Compliqué. Donc, effectivement, le gériatre doit mettre en place le traitement cardiologique si le cardiologue ne peut pas venir. Si vous avez un cardiologue qui passe, c'est parfait. Mais s'il ne peut pas passer, vous devez vous-même, le bêta-bloquant, l'IEC, je dois le mettre en place. Donc schématiquement, au moment de l'OAP, je donne un diurétique. Le plus souvent, intraveineux. Ça marche bien, vous donnez 80 mg IV, et puis après vous allez adapter votre dose en fonction de la réponse. 40 x 2, 40 x 3, et puis ensuite on passe Péros. Donc on fait 2 jours avec une bonne dose de diurétique, et puis ensuite on peut repasser Péros, 2 jours IV. Ensuite, le traitement de base, et là je parle de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, donc inférieure à 50%, mais schématiquement on fait quand même un peu la même chose pour la préserver, les mêmes médicaments, puisqu'il faut des médicaments qui baissent la tension. IEC bêta-bloquant. Donc là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, regardez vos dossiers, est-ce qu'ils ont vraiment l'IEC de bêta-bloquant? Pour chacun, on commence par une faible dose. Alors, en plus, on a vraiment des médicaments très adaptés à la gériatrie. Les bêta-bloquants, il y en a au moins 2 qui commencent par 1,25, 2,5, 5 et 10. 10, c'est trop fort pour nos patients. 1,25, c'est souvent faible. Donc, il faut essayer de viser au moins 2,5. Des fois 5, mais au moins 2,5, à la fois pour l'IEC, à la fois pour le bêta-bloquant, si on utilise le Triatec ou le Nebivolol. On augmente progressivement, et donc souvent, c'est vrai que le patient il sort, et puis plus personne n'augmente jamais la dose, il est sorti avec cette dose-là. Et même des fois à l'hôpital, ça a été mis, puis même après, il va bien. Donc c'est ça le problème de l'insuffisance cardiaque. On a traité l'aigu, le patient va bien, jusqu'au moment où dans 6 mois il refait l'OAP, il va pas bien. Mais entre-temps, on n'a pas forcément pris le temps d'augmenter un peu les doses. Et après, il faut le mettre dans le dossier. C'est-à-dire si vous avez augmenté et qu'il y a une hypotension, là vous dites j'ai pas pu augmenter. Mais vous avez vu, si on augmente, on peut mettre aussi d'autres médicaments qui font pas baisser la tension. Donc il faut vraiment essayer d'augmenter. On surveille à chaque fois la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le iono, mais il faut essayer d'avoir optimisé. Les anti-aldostérones qui font partie de la stratégie qu'on propose aux plus jeunes,
nous, en gériatrie, on préfère l'éviter, hein, parce que IEC plus un anti-aldo, il y a vraiment un risque, vous l'avez vu, je vous ai montré, un x2 de mortalité de l'hyperkaliémie, liée à l'hyperkaliémie. Et puis du coup, on a maintenant, depuis 2016, une nouvelle option thérapeutique qui est donc très intéressante parce que ça nous permet d'éviter de ne pas faire ça et de IEC bêta-bloquant, on peut passer ensuite à cette option-là. Et c'est pas IEC bêta-bloquant plus les inhibiteurs de la néprilésine, c'est à la place de l'IEC, on met un inhibiteur de la néprilésine. Donc inhibiteur de la néprilésine, c'est Entresto, hein, vous savez que maintenant on l'a à disposition, mais c'est encore, on pourra en discuter, il faut aller le chercher à la pharmacie centrale des hôpitaux. Il va être bientôt disponible, mais pour l'instant c'est encore ce mode-là de dispensation. Qu'est-ce que c'est que ces inhibiteurs de la néprilésine? L'Entresto en fait a deux modes d'action. Il va bloquer le système rénine-angiotensine, donc comme un Zartan, hein, comme le Valsartan, donc diminuer l'activité du système rénine-angiotensine. Et puis il va aussi inhiber la néprilésine, qui joue un rôle sur les facteurs natriurétiques, et donc qui inhibe l'inhibiteur, donc ça va augmenter le facteur natriurétique. Donc un effet favorisant la natriurèse, la vasodilatation et un effet antifibrotique. Donc vous avez deux effets, le système rénine-angiotensine et le facteur natriurétique. Ça a été évalué dans une étude, 8000 patients, 1500 de plus de 75 ans. Et le résultat majeur, et c'est pour ça que c'est apparu dans les recommandations, la couleur verte, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pareil, c'est recommandation de grade 1, donc le grade maximum. Pourquoi? Parce que par rapport, et c'est pas par rapport à du placebo, hein, c'est par rapport à un traitement de référence, par rapport à un IEC, avec l'Entresto, vous avez 20% de réduction sur un critère combiné qui comportait la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc 20% de moins avec l'Entresto par rapport à l'IEC. Donc j'ai un IEC, et vous voyez, j'ai un IEC, j'arrête l'IEC et j'introduis l'Entresto. C'est pas en plus. Et il faut surtout pas faire associer IEC plus Entresto, puisque là vous avez, quel est le risque quand on met les deux? Des angioœdèmes, exactement, hein, donc qui peuvent être très graves, et on dit même qu'il faut 36 heures d'élimination de l'IEC pour être certain de pouvoir mettre l'Entresto. Alors, il y a beaucoup de gens qui posent la question, est-ce que je pourrais mettre d'emblée l'Entresto, pas passer par la case IEC, mais l'étude n'a pas été faite comme ça, donc pour l'instant il faut suivre. Si l'IEC a été bien toléré, on peut faire encore mieux après avec l'introduction de l'Entresto. Si on prend tous les critères de l'étude, c'est toujours 20%, hein, et des petits P très significatifs, 20% de morts en moins, 20% d'hospitalisation en moins. Mais j'insiste toujours, c'est 20% pas par rapport à du placebo. Hein. D'habitude, on a toujours ces 20% par rapport à du placebo. Là, on est 20% par rapport à l'IEC, qui était déjà le traitement de référence. Mortalité toute cause, peut-être même des morts par trouble du rythme, mais bon, ça c'est encore une hypothèse, hein, mort subite, et donc peut-être cet effet sur le rythme cardiaque, en plus par rapport à l'IEC, qui n'a jamais démontré de résultats sur la mortalité, et notamment la mortalité, la mort subite. Autre chose, et j'insiste toujours sur la qualité de vie, hein, nos patients, quand vous les mettez, si vous avez commencé à tester l'Entresto, ça fait partie des médicaments, quand vous mettez le médicament, le patient, quand vous le revoyez un mois après, il vous dit je vais mieux. C'est pas souvent, hein, quand on mettait un certain nombre de médicaments, on sait que ça fait du bien. Quand on donne un anticoagulant, on sait qu'il va éviter l'AVC, mais le patient ne revient pas en disant docteur, je suis super content, je n'ai pas fait l'AVC ce mois-ci. Non. Là, le gars, il est essoufflé, vous revenez, vous le revoyez, il dit ben, je ressors, je vais mieux, je sors, je fais plus de choses, je suis moins essoufflé. Donc vous allez rapidement voir le bénéfice clinique, et ça, une fois qu'on a vu le bénéfice clinique, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile après, et on est confortable dans l'utilisation du traitement. Comme tout médicament, il y a des effets secondaires qu'on doit surveiller. Et comme tout médicament, les effets secondaires, il faut les surveiller particulièrement dans nos populations fragiles. Et l'effet secondaire qu'on doit surveiller, c'est l'hypotension. L'hypotension qui est plus fréquente, vous voyez 14% contre 9% sous IEC. Et il y a un vrai truc qu'il faut connaître, c'est la période où on doit introduire l'Entresto. L'Entresto a un effet un peu natriurétique, et donc si on fait... nous, on l'avait fait au début de cette erreur-là, parce qu'on avait envie de le tester.
Si on le met trop tôt, quasiment au moment de l'OAP, ou de 3-4 jours après, il va y avoir de très fortes. Le patient a été beaucoup déplété, il a reçu beaucoup de Lasix, et donc à ce moment-là, ça fait un effet trop fort et vous avez des hypotensions. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment le mettre en période stable, à 15 jours, 1 mois. Le patient, il est stable de son insuffisance cardiaque, à distance de son épisode d'OAP, et là, du coup, il y a beaucoup moins, c'est beaucoup mieux toléré. Si on le met trop tôt, eh bien, vous allez avoir cet effet hypotenseur qui est plus important. Et ça, c'est vraiment tous les gens qui le testent disent ça. Et vous verrez, c'est pour ça que nous, on a créé une structure d'hôpital de jour de cardiogériatrie où les gens, à distance, ils sortent de l'hôpital, ils reviennent 1 mois et demi après, et on profite de cette période-là pour introduire l'Entresto. Le patient est stable, on arrête l'IEC juste avant, et du coup, ça se passe très bien, et on a la journée pour vérifier qu'il n'y a pas d'hypotension orthostatique. Sur le rein et le potassium, c'est mieux. Il y a moins d'hyperkaliémie, moins d'insuffisance rénale. Donc ça, c'est très rassurant. On a toujours un peu peur des épisodes d'insuffisance rénale, d'hyperkaliémie. Il y en a moins sous Entresto que sous IEC. Donc c'est un vrai point fort pour nos patients fragiles. Puis il y a moins de tout, puisque ça joue pas sur la bradykine. Dans le sous-groupe des patients de plus de 75 ans, on a les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'il y a moins, il n'y a pas d'interaction, donc on retrouve toujours cette diminution de la mortalité cardiovasculaire ou des hospitalisations. Là, on le voit bien sur ce diagramme-là. L'Entresto en rouge, l'enalapril ici, vous avez l'âge 75 ans, vous avez toujours moins d'événements sous Entresto que sous IEC pour la mortalité cardiovasculaire, la mortalité totale, les hospitalisations. On retrouve le bénéfice chez les patients les plus âgés. Et vous voyez, si on regarde là, important, la mortalité, vous en avez moins ici, l'Entresto est ici, on est toujours, même jusqu'à des âges qui vont ici. Alors il n'y a pas beaucoup, il y avait 2 patients de 98 ans, mais un bénéfice. L'hypotension, on doit la surveiller. Vous voyez que globalement, les hypotensions, c'est plus fréquent après 75 ans. C'est plus fréquent sous IEC et sous Entresto. Mais par contre, donc, quel que soit l'âge, vous voyez, il y a toujours plus d'hypotension sous Entresto que sous IEC. Et donc, on doit surveiller les hypotensions. Alors, c'était pas dans l'étude des hypotensions très sévères qui ont fait que le patient ait arrêté l'étude, mais il faut surveiller parce que nos patients sont fragiles. Ils vont avoir plus que 75 ans. Ils vont avoir 80, 85 ans. Donc, il faut vraiment être vigilant sur ce critère d'hypotension. Je vous ai dit sur l'hypercalémie, il y en a moins. Et donc ça, c'est un papier qui vient d'être publié en novembre dernier. Vous voyez qu'ils ont regardé la kaliémie et on voit très bien la kaliémie sous IEC qui est plus élevée et la kaliémie sous Entresto qui est plus basse. Donc de façon significative, tout au long de l'étude, c'est très rassurant pour les risques d'hypercalémie de nos patients. Et puis ça a déjà été publié dans le New England. Ils ont fait un calcul à partir de 65 ans. Si on a soit un IEC, soit l'Entresto, vous voyez qu'on gagne quand même 1,3 ans d'espérance de vie. C'est beaucoup, 1 an d'espérance de vie gagné avec le médicament. Alors vous voyez que c'est moins à 95 ans, mais il y a moins de patients. Mais vraiment à 80 ans, la différence entre les deux groupes est très importante. Digoxine, on en a parlé tout à l'heure. On donne plus de digoxine maintenant quasiment dans le cas d'insuffisance cardiaque. Le traitement a bien changé. Moi, quand j'ai commencé mes études, on m'a appris digitalo-diurétique. On donne encore des diurétiques, on donne plus de digitaline, on donne maintenant IEC bêta-bloquant et on remplace l'IEC par l'Entresto. Et éventuellement on donne de l'ivabradine s'il y a une fréquence cardiaque élevée. La fraction d'éjection préservée, schématiquement, il faut traiter l'hypertension artérielle. Schématiquement, on a quand même envie de donner des bêta-bloquants et des IEC aussi. Et il y a une étude actuellement en cours avec l'Entresto, mais on n'a pas les résultats. Les inclusions sont terminées. Donc on va voir si l'Entresto aura sa place ou pas dans la FE préservée. Pour l'instant, il faut traiter l'hypertension artérielle, et notamment avec les bêta-bloquants, les IEC. Je termine par ce papier qu'on a fait sur l'état des lieux actuel. Donc ça, c'était intéressant parce que on a pris en Île-de-France les grands centres hospitaliers universitaires de gériatrie et de cardiologie, et on a regardé un peu ce qui se passe. Alors vous voyez, il y a quand même une différence. En cardiologie, ils ont 73 ans de moyenne d'âge. En gériatrie, on est à 89. Donc on a quand même on reconnaît bien nos patients. Vous voyez que la durée de séjour, 15 jours, on n'est pas mauvais, au court séjour sur l'Île-de-France. En cardiologie, ils sont quand même à 12 jours. 12 jours pour les patients insuffisants cardiaques. La mortalité,
nos patients ils meurent plus, mais ils sont quand même beaucoup plus vieux. 18% à 3 mois, 8% en cardiologie. Les réhospitalisations, oui, c'est intéressant ça. Hein. Quelle que soit la cardiologie, gériatrie, reviennent à 3 mois dans 20-25% des cas. Dans le suivi, ça c'est, vous voyez, le temps avant de revoir le médecin généraliste ou le cardiologue. À Paris, pourtant on est en plein Paris, le temps avant de revoir un docteur, quel que soit l'endroit, c'est 45 jours. 46 jours. Hein. 46 jours avant de revoir le généraliste ou avant de revoir le cardiologue. On a même demandé avant de revoir le gériatre, mais là, j'ai pas osé vous mettre les chiffres. Hein. Parce que c'était long, et puis des fois, ils ne revoyaient pas le gériatre. Hein. Quand ils sortaient de gériatrie, ils voyaient le gériatre. Quand ils sortaient de cardiologie, ils ne voyaient pas souvent le gériatre, malheureusement. Or, ils devraient revoir le gériatre. Quand on regarde les médicaments donnés, ben, vous voyez qu'on n'est pas trop mauvais quand même en gériatrie. Alors, en cardiologie, ils mettent un peu plus de bêta-bloquants, mais vous voyez qu'ils ne sont pas à 100%. Pour les IEC, tout le monde est mauvais, hein, tout le monde met 50%. Les anti-aldo, on en met plus en cardio, mais enfin ils en mettent pas beaucoup quand même, hein, 18%. Nous on en met très peu, 11%. C'est cela, hein, c'est 9% et 22% pour les anti-aldo. Ça c'est les ARA2. Et puis les diurétiques, vous voyez, qui mettent un peu plus de diurétiques de lance. Nous on met des fois à effet préservé, des fois on met des diurétiques thiazidiques dans le traitement, alors qu'en cardiologie il y a un peu plus de FE altéré peut-être pour expliquer ça. Alors, vous savez qu'il existe un programme, on en a parlé ce matin, pour essayer d'améliorer la prise en charge, justement, en 44 jours avant de voir le médecin, 45 jours avant de voir le médecin généraliste, l'assurance maladie a essayé de proposer un programme qui s'appelle le programme Prado, pour qu'il y ait une infirmière qui passe à domicile et qu'il y ait cette personne, hein, qui est le conseiller de l'assurance maladie, qui passe dans les services et qui prenne les rendez-vous chez le cardiologue et qui fasse passer l'infirmière. Le problème, c'est que pour l'instant, un des critères d'exclusion, c'était d'avoir des troubles cognitifs. Donc, il n'y a pas beaucoup de services de gériatrie qui ont pu bénéficier du Prado. Beaucoup de services de cardiologie en ont bénéficié. Et puis, qu'est-ce qui manque dans les gens à qui il faut prendre un rendez-vous? Le gériatre. Hein. Là, il y a un médecin, infirmière, cardiologue. Il n'y a pas le gériatre. Donc, nous, quand on avait vu ça, avec la Société française de gériatrie, moi, j'avais un peu gueulé. Hein, et on avait demandé, je vais vous montrer après, il va y avoir un Prado personne âgée. Et donc, vous allez voir apparaître dans ce petit truc, hop, il y a un petit gériatre qui va arriver. Et donc, vous allez avoir à disposition, dans pas longtemps, le Prado, insuffisance cardiaque, personne âgée, ou le gériatre. Il y a le rendez-vous pour le gériatre. Et donc, on espère que le conseiller d'assurance maladie, quand le patient va sortir, il donne le rendez-vous chez le généraliste, fait passer l'infirmière, donne rendez-vous au cardiologue et donne aussi rendez-vous dans un service de gériatrie pour une évaluation. Alors, est-ce que ça a servi à quelque chose, le Prado? Donc là, c'est les résultats. C'est moi qui ai pris la photo. Elle n'est pas terrible, mais c'était au congrès d'insuffisance cardiaque. Vous avez... on voit rien, hein. Donc, hospitalisation. L'objectif du Prado, c'était quand même qu'il y ait tous ces rendez-vous pour qu'il y ait moins d'hospitalisation à 6 mois. Et là, Prado, c'est en jaune. Vous voyez qu'à 6 mois, il y a eu plus d'hospitalisation. Et vous voyez que c'est marqué significatif. Donc l'effet inverse. Hein, l'objectif était de mettre toute une batterie pour améliorer le parcours de soins et à la fin, il y a eu plus d'hospitalisation. C'est embêtant ça. Est-ce que c'est la mort du Prado? Non, parce qu'il y a eu plus d'hospitalisation, mais il y a eu moins de morts. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le médecin généraliste a vu plus vite le patient, l'infirmière a repéré les œdèmes, mais le problème c'est quand le malade a été détecté, on l'a envoyé à l'hôpital. On l'a pas soigné sur place. Ça n'avait pas été réfléchi. Et donc il a été envoyé à l'hôpital, du coup il a été soigné, et il est moins mort à terme. Hein. Donc on a repéré plutôt les problèmes, mais on les a soignés à l'hôpital. L'insuffisance cardiaque, c'est quand même souvent une pathologie, malgré tout, qui est un peu compliquée à gérer, les diurétiques IV à la maison et tout. Donc, en tout cas, le bénéfice, hein, là, la mortalité a été diminuée. Ça, c'est le Prado dont je vous ai parlé. Donc, Prado personne âgée, et donc là, le gériatre apparaît. Et je l'ai mis, il est arrivé juste en dessous du médecin généraliste. Hein, c'est pas mal dans la situation. Et puis, vous avez tous les autres intervenants. Alors, la structure que nous, on a montée, je vous propose, soit vous envoyez des patients si vous êtes sur l'île de France, soit vous pouvez monter vos structures aussi. C'est vraiment un hôpital de jour de cardiogériatrie, où on propose l'évaluation cardiologique, l'évaluation gériatrique, donc il y a des cardiologues qui nous envoient les patients pour qu'on puisse proposer l'évaluation gériatrique.
On fait l'échographie cardiaque. Donc, si vos patients ils n'ont pas eu l'échographie cardiaque, on leur fait leur échographie cardiaque sur la journée. Il y a plein de patients qui ne peuvent pas avoir d'écho parce que c'est trop long à obtenir. Des patients d'EHPAD qui sont envoyés pour qu'on fasse l'échographie et qu'on puisse faire la prise en charge. Il y a une diététicienne qui regarde. On essaie de faire un peu d'éducation thérapeutique. Et puis surtout, on fait toute l'optimisation. On met la bonne dose de bêta-bloquant, on met la bonne dose d'IEC. Si le patient est stable, on l'introduit de l'Entresto. S'il n'a pas eu sa perfusion et qu'il est carencé en fer, on fait la perfusion. On vérifie les vaccins. Si la fréquence cardiaque est supérieure à 70, on peut éventuellement introduire le Procoralan. Donc vous voyez, tout ça fait sur une journée d'hôpital de jour. Donc j'ai mis le numéro de téléphone si vous voulez envoyer des patients ou vous m'envoyez un mail. Et on essaye de fluidifier au maximum. Et puis on a engagé une infirmière sympathique. Voilà, donc en conclusion, vous voyez que ça a beaucoup bougé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, que la gériatrie, avec la cardiologie, est un acteur majeur de la prise en charge, des nouveaux traitements, l'Entresto, le fer, la titration et puis tout le parcours de soins avec le Prado, le développement de ces hôpitaux de jour de cardiogériatrie. Puis on a reparlé déjà un peu ce matin du PRPA et de la télémédecine. Je vous remercie.